Bonjour, bienvenue dans le dernier épisode de Stop Killing Us. Au cours de cette série, nous avons montré que les violences policières sont une réalité ancienne et persistante aux États-Unis. En 2020, la police américaine a ainsi tué au moins 1127 personnes, dont 28% de victimes noires, alors que les Africains américains ne constituent que 13% de la population totale. Cette disproportion s'explique par une histoire ancienne du racisme américain qui perdure aujourd'hui dans les institutions et dans les mentalités, mais aussi par l'hypermilitarisation des policiers, les lacunes dans leur formation et leur recrutement, des politiques pénales et sécuritaires répressives, ou encore l'impunité généralisée, pour ne citer que quelques aspects. Le mouvement Black Lives Matter a permis de rendre visible ce phénomène largement ignoré de la population blanche il y a encore quelques années. Malgré cette mobilisation historique, les réformes demandées peinent à voir le jour et à transformer la situation. Pour preuve, sur les 4 premiers mois de l'année 2021, il n'y a que 6 jours au cours desquels la police américaine n'a tué personne. Pourtant, ce n'est pas un phénomène propre aux États-Unis. En France aussi, les forces de l'ordre sont coupables de mauvais traitements et d'usage excessif de la force conduisant à des décès pendant des interpellations, sans compter la répression violente des manifestants, les blessés et mutilés et les contrôles aux faciès et propos racistes. Et en France aussi, nous manquons de données. Comme le Guardian et le Washington Post pour les États-Unis l'ont fait en 2015, Bastamag a publié en 2019 une sorte de base de données. Elle recensait 676 morts à la suite d'interventions policières entre 1977 et 2019, dont 26 en 2019 et 36 en 2017, année d'élection présidentielle qui demeure la plus meurtrière de leur décompte depuis 4 décennies. En outre, en 2019, l'IGPN s'est vu confier 1460 enquêtes, dont 868 pour violences volontaires. D'abord très réticents à admettre que ce problème existe aussi en France, les médias ont relayé les importantes manifestations contre les violences policières du mois de juin 2020, emmenées notamment par le collectif La Vérité pour Adama. Mais cette mobilisation française est bien plus ancienne et les violences policières sont dénoncées depuis de nombreuses années. Qu'en est-il de la situation en France? J'accueille aujourd'hui pour en parler Amal Bentounsi, sœur d'Amin Bentounsi, tuée par un policier d'une balle dans le dos en 2012, fondatrice du collectif Urgence Notre Police Assassine, à l'origine avec d'autres familles de l'application Urgence Violence Policière, membre de l'Observatoire national des pratiques et des violences policières et juriste. Merci d'être là avec nous. Merci à vous. Et j'accueille également Éric Fassin, professeur de sociologie au département de sciences politiques et au département d'études de genre de l'Université Paris 8, rattaché au laboratoire d'études de genre et sexualité et spécialiste des questions de discrimination et de minorités sexuelles et raciales. Merci d'être là. Merci à vous. Donc Amal, peut-être pour commencer aujourd'hui cette discussion et cet état de lieu, est-ce qu'on peut parler de violences policières en France? Est-ce qu'elles existent et comment on peut les qualifier? Alors, le terme violence policière, il s'est généralisé depuis un certain nombre d'années, notamment depuis les manifestations des mouvements sociaux, notamment pour les Gilets jaunes. Alors que nous, au départ, quand on a monté le collectif Urgence Notre Police Assassine, on parlait de crimes policiers. C'est-à-dire que pour nous, violence, c'était pas le terme approprié. Donc c'est un terme qui s'est généralisé depuis et puis qu'on utilise aussi. Mais pour notre part, ça reste des crimes. D'accord. Et donc, vous-même, vous êtes la sœur d'Amin Bentounsi qui a été tuée par un policier en 2012. Donc, vous connaissez malheureusement de premier chef cette réalité. Est-ce que vous avez observé qu'aujourd'hui, on n'admet plus cette réalité? Enfin, comment a évolué la prise en considération de cette... Alors, on voit bien qu'il y a une évolution. Nous, il y a 10 ans, on ne voulait pas entendre parler de pratiques violentes de la part des forces de l'ordre. Déjà, quand on est arrivé avec le nom du collectif, déjà, c'était un peu malvenu. D'ailleurs, à ce propos, Manuel Valls avait porté plainte contre moi et contre le collectif. Comment ça a évolué? Je trouve que ça évolue. C'est assez
positif dans le sens où il y a nous, l'objectif, mon objectif et l'objectif du collectif, c'était qu'à un moment donné, on sensibilise sur cette question-là. C'est-à-dire que nous, quand on est arrivé, on en parlait très peu. Même chez les politiques, les partis politiques, les militants, c'était très compliqué. Il y avait des petites mobilisations par-ci, par-là. Mais c'est vrai que ce que nous, on a réussi à changer, c'est de pointer du doigt au quotidien les violences policières. Et notamment via la page Facebook Urgence Notre Police Assassine. Et c'est ce qui a permis à chaque fois de pointer du doigt chaque affaire et d'interpeller l'opinion publique. Et c'est ce qui fait qu'à un moment donné, ça a pris. Et puis, notamment, quand on a lancé aussi cet hashtag « Filmer la police peut sauver une vie », parce que avant la loi sur la sécurité globale, on avait déjà sensibilisé, on recevait déjà des vidéos de la part de jeunes qui avaient filmé et de témoignages, et de nombreux témoignages via la page du collectif. Et c'est ça qui est intéressant. Donc nous, on a senti, on a vu l'évolution de pouvoir toucher l'opinion publique sur cette question-là. Alors qu'avant, c'était très compliqué. Et qu'aujourd'hui, notamment avec le mouvement des Gilets jaunes, les mouvements sociaux qui en ont pris plein pendant les manifestations, on sent bien qu'aujourd'hui, c'est une question centrale. Et ça, nous, en ce qui nous concerne, on a atteint notre objectif et c'était le but recherché. Après, on a d'autres objectifs et peut-être que j'en reparlerai tout à l'heure. Oui, et on reparlera aussi de filmer la police et de la loi sécurité globale. Vous mentionniez à l'instant les Gilets jaunes. C'est vrai qu'on a assisté peut-être à un élargissement des violences policières. Alors, comment on les définit? Quel est ce spectre? Ce n'est pas seulement le nombre de morts, hein, même aux États-Unis. On a tendance à prendre ce paradigme-là, mais en fait, comment on qualifie les violences policières? Peut-être un mot d'abord sur la question telle qu'elle était d'abord formulée, c'est-à-dire est-ce qu'on peut parler de violence policière? Il y a un double sens, c'est-à-dire est-ce que ça a du sens, mais aussi est-ce qu'on a le droit? Or, on a quand même un président de la République qui a dit que dans un état de droit, on ne peut pas parler de violence policière. Et ensuite, on a eu un ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, qui a dit moi, quand j'entends parler de violence policière, je m'étouffe. Un verbe qui effectivement résonnait fortement. Donc la question c'est, est-ce qu'on a le droit d'abord? Est-ce qu'on ne s'expose pas à des ennuis, y compris peut-être avec la police ou avec la justice? Est-ce qu'on s'expose à des ennuis si on parle de violence policière? Ça veut dire que les questions ont un peu changé effectivement par rapport à ce qu'elles étaient il y a une dizaine ou une quinzaine d'années. Ça n'est plus que ces choses soient invisibles, que personne ne s'y intéresse, c'est qu'elles sont devenues des objets politiques par excellence. Et effectivement, pour aller dans le même sens que ce qui vient d'être dit, il y a un tournant, me semble-t-il, qui est 2016. À partir de 2016, ça n'est plus perçu comme une question particulière, locale, qui concerne certains groupes sociaux, les autres, entre guillemets, et des autres qui sont en termes de classe, mais aussi en termes racialisés. C'est plus seulement les autres, c'est que, en fait, ça va de la banlieue vers la ville, avec les manifestations contre la loi travail. Il va y avoir aussi, bien sûr, des violences subies par des écologistes. Il va y avoir, effectivement, les gilets jaunes, donc les ronds-points. Donc, c'est dans des lieux très différents. Et je crois que cette transformation fait que cette question dont, trop facilement, on se disait elle est locale, eh bien, aujourd'hui, on est obligé de se dire qu'elle est générale. Alors, ce changement, ça amène à réfléchir sur de quoi on parle. Effectivement, est-ce qu'il est bien de parler de violence, de crime, de chaque mot a ses avantages et ses inconvénients. Un intérêt du mot violence, c'est la comparaison avec les discussions sur les violences envers les femmes. Quand on parle des violences envers les femmes, les enquêtes n'isolent pas les morts. Ça fait partie d'un continuum. Et donc, en quelque sorte, le problème des violences policières, il peut commencer avec le tutoiement et les contrôles répétés sans raison, etc. Bien sûr, ça n'est pas du tout la même chose que de tuer quelqu'un. Il ne s'agit pas de dire que tout est au même niveau, mais que ça a des rapports. C'est-à-dire que si on tolère des dérapages
qui ne sont pas mortelles, eh bien, on aura des morts. Donc, je crois que ça peut être un intérêt de parler de violence, c'est d'avoir tout le spectre des violences, sous les formes les plus graves ou sous des formes qui paraissent plus ordinaires, mais qui ont des conséquences également graves. Je crois donc qu'aujourd'hui, ce qu'on sait, c'est qu'il y a des violences. Et il y a des violences, par exemple, on le sait, alors il y avait déjà des enquêtes depuis longtemps, mais parce que l'État lui-même le dit. On a le défenseur des droits qui parle du fait que les contrôles au faciès, c'est une réalité, que certes, dans l'ensemble, la population est très contente de sa police parce que finalement, elle n'est pas confrontée personnellement, dans sa majorité, à ces violences, mais que les personnes, dans les banlieues en particulier, qui y sont confrontées, eh bien, elles n'ont pas du tout le même regard sur la police. Ça, c'est attesté avec l'idée que lorsqu'on est un jeune homme, noir ou arabe, eh bien, on a 20 fois plus de risques ou de chances d'être contrôlé. Et bien sûr, le contrôle est le point de départ, très souvent, du fait que ça se passe mal. Le cas emblématique qui a été beaucoup discuté ces dernières années, c'est la mort d'Adama Traoré, c'est à partir d'un contrôle. Donc, en fait, ce qu'on voit, c'est que ce continuum, il est repéré. Il est repéré par l'État lui-même. D'ailleurs, l'État a été condamné par l'État, c'est-à-dire que la justice a condamné en 2016 l'État pour contrôle au faciès, c'est-à-dire pour faute lourde. Donc, c'est plus seulement des militantes et des militants, ce qui bien sûr est très important et qui a joué un rôle historique, c'est plus seulement des universitaires, des chercheurs, des chercheuses, etc. C'est l'État lui-même qui a fini par reconnaître. Et donc le déni par le chef de l'État, qui dit on ne peut pas parler de violence policière dans un état de droit, il est en contradiction complète avec le fait qu'on a un défenseur des droits qui dit qu'il y a des discriminations systémiques dans les institutions et en particulier dans la police. Et d'ailleurs, sur le plan militant, évidemment, les associations l'ont repéré aussi depuis bien longtemps. Le collectif Urgence Notre Police Assassine faisait partie d'un autre collectif, Stop le contrôle au faciès, il y a quelques années, qui justement s'attaquait à cette question des contrôles d'identité et qui proposait ce fameux récépissé du contrôle d'identité. Est-ce que vous pouvez nous raconter peut-être un petit peu cette expérience? Parce qu'il me semble que d'avoir cette mémoire-là de cette lutte aussi est importante pour aujourd'hui pouvoir s'emparer de cette question. Alors par rapport au récépissé, c'était une proposition du collectif Stop le contrôle au faciès. Et pour nous, c'était un moyen comme un autre de trouver des solutions pour marquer, pour avoir une trace de ces contrôles qui se font régulièrement de façon parfois violente, pas physiquement, mais dans la parole, parce qu'au-delà de la violence physique, il y a aussi la parole, des mots, des insultes, de la stigmatisation. Et pour certains jeunes, dans beaucoup de quartiers, c'était quelque chose qui revenait assez souvent. Donc c'était pour nous une solution à proposer à ces futurs candidats. Et c'est une promesse qui n'a pas été tenue. On l'a proposée et c'est quelque chose qui n'a pas été retenu, puisque les syndicats, on le sait pertinemment, qu'à chaque fois qu'on fait des propositions, ils sont vent debout contre, et que l'institution policière, on a le sentiment, et c'est plus qu'un sentiment, qu'elle ne se remet jamais en question. Et c'est bien là le problème. C'est bien là le problème. Sur cette question aussi, on voit bien que au moment où le débat était sur enfin en tout cas c'est l'hypothèse que je vous propose, au moment où le débat était sur la question du contrôle d'identité, on était encore sur cette image peut-être construite des territoires perdus de la République et de ces jeunes qu'on estimait en dehors de la communauté nationale ou qui en tout cas avaient sans doute fait quelque chose pour susciter des contrôles d'identité, etc. Peut-être avec l'évolution vers aujourd'hui une répression de plus en plus violente des manifestations et des mouvements sociaux, on voit que ces violences policières touchent d'autres publics. Qu'est-ce qu'on peut dire déjà sur cette construction de ces territoires, de l'image de ces territoires perdus et de ces populations? Je crois que, en fait, quand on pense à ce changement de géographie politique des violences, on voit que ça a changé la perception
non sans poser quelques difficultés pour les personnes qui, depuis très longtemps, disaient il y a un problème et qui n'arrivaient pas à se faire entendre au-delà d'un petit cercle. Ce que beaucoup de personnes qui, soit personnellement, soit autour d'elles, ont subi ces violences depuis très longtemps dans les quartiers populaires, ce qu'elles disent, c'est nous, ce qui nous arrive, c'est en raison de ce que nous sommes. Alors que vous, ce qui vous arrive, vous, manifestants, manifestantes de centre-ville, c'est en raison de ce que vous faites. Donc ce changement, il est réel. Et il est important parce que, en fait, effectivement, il y a eu un aveuglement collectif, une indifférence relative, avec des exceptions, mais tout le monde s'accommodait assez bien dans notre société du fait que la police c'était bien pour nous, c'était peut-être moins bien pour eux. Mais donc si c'était moins bien pour eux, le problème c'était eux. Ça, on comprend donc que parfois ça suscite un peu d'amertume, cette indifférence qui aujourd'hui se transforme en une prise de conscience. Je crois en même temps que c'est un moment intéressant parce que ça montre à tout le monde que si on tolère des formes de violence policière localisées contre certains groupes de la population, eh bien, ça veut dire que c'est un laboratoire, le laboratoire de violences qui vont pouvoir ensuite se déverser sur d'autres. C'est un peu la même chose d'ailleurs que les politiques et les polices par rapport à l'immigration. Ce qu'on accepte de voir faire à des personnes étrangères au motif que peut-être elles seraient en situation irrégulière ou pas, il faut savoir que ça retombera sur la tête des gens qui, comme moi par exemple, jusqu'à présent, ne s'attendaient pas à être confrontés à ces violences, à ces difficultés, etc. Donc, cette idée que ce laboratoire, il est bon à penser pour nous, c'est-à-dire que si, dans une société qui se veut démocratique, on tolère des pratiques antidémocratiques de la part de l'État, eh bien, il n'y a pas de raison que ça s'arrête. On en a aujourd'hui les conséquences, et les conséquences qui vont bien au-delà de la police. Le fait que la démocratie dans notre pays chancelle sur ses bases, eh bien, c'est peut-être aussi parce que nous avons accepté que la démocratie ne concerne pas tout le monde, qu'elle concerne une partie d'entre nous. Et je fais partie de ces gens qui, jusqu'à présent, ont plutôt été épargnés, mais rien ne me dit que ce sera le cas demain. Et je crois que là, il y a une leçon politique pour tout le monde. Ce qu'on accepte pour les autres, il faut savoir que cela pourra nous concerner demain. Tout à fait. Il y a un exemple flagrant, c'est notamment pendant les révoltes de 2005, où on a regardé les banlieues flamber et qu'à ce moment-là, personne n'a réagi. Et c'est exactement ça. Et puis on avait le vocabulaire de l'émeute, du trouble à l'ordre, du désordre, alors qu'il s'agissait de révolte politique, qui d'ailleurs, comme aux États-Unis, mettait le doigt, commence avec des violences policières, mais mettent le doigt en fait sur une condition de ségrégation et de discrimination plus générale. Tout à fait. D'ailleurs, donc, ce qu'on est en train de pointer du doigt, moi, en tant que spécialiste des États-Unis, régulièrement invitée dans les médias et sur les plateaux pour y commenter l'actualité, je constate qu'il y a une différence entre ce que je peux dire sur les États-Unis et très facilement développer une analyse qui parle de racisme systémique, qui pointe du doigt les rapports, le racisme contenu dans les institutions et à travers donc, les agissements des policiers aux États-Unis, et que force est de constater que c'est quasiment indicible ici en France. On ne peut pas faire même le vocabulaire, parler de policiers blancs et de victimes noires est plus difficile ici en France. Et pas seulement dans l'opinion publique et dans les médias, mais aussi dans la classe politique. Donc, Amal, je voulais vous relancer de nouveau sur cette question. Est-ce qu'on est à un tournant, peut-être, aujourd'hui, dans notre façon d'appréhender ces problématiques ? Alors, le tournant, je crois oui, on est dans un tournant, bien évidemment, que la mort de George Floyd le 25 mai 2020 a
a montré au monde entier, et notamment en France, et qu'il y a eu une espèce de prise de conscience et un mouvement antiraciste qui existait déjà, hein, mais qu'on n'avait pas envie, qui était inaudible à ce moment-là, avant la mort de George Floyd, qui l'est de plus en plus. Et ce qui est assez intéressant, moi, ce que je trouve assez intéressant, c'est que dans les médias, on parle de temps en temps de violence systémique, même si c'est... alors que c'est un terme qui avait du mal à être utilisé en France. Moi, je me souviens quand on avait lancé la marche de la dignité en 2015, la première marche de la dignité, c'était nos revendications et on partait des violences policières. Et c'était des termes qu'on utilisait, le racisme systémique, les violences systémiques. Et on avait du mal à être audible à ce moment-là. Et qu'aujourd'hui, de plus en plus, j'entends certains intervenants utiliser ce terme-là. Donc il aura fallu aussi attendre que ça vienne des États-Unis. Et qu'on ne regarde pas ce qui se passe en France. Parce que quand un policier blanc tue un homme noir en France, il n'est pas nommé ici en France par les médias. A contrario, pour parler des États-Unis, on va parler d'un policier blanc qui a tué un homme noir avec beaucoup de facilité. Et on va parler de violence systémique, de racisme structurel. Et oui, il y a eu cette évolution. Et c'est aussi grâce à tous ces acteurs qui sont là, qui sont via les réseaux sociaux, certains intervenants aussi qui participent et qui contribuent à ce changement et à imposer ce discours. Parce que même si on n'a pas envie de l'entendre, ce discours, de plus en plus, il est alimenté grâce à ces acteurs, que ce soit des collectifs, que ce soit des personnalités, des sociologues. Et c'est ça qui est intéressant. Et je crois qu'on doit continuer dans ce sens et qu'on ne doit pas attendre que tout cela vienne, encore une fois, des États-Unis. Et moi, ce que je constate par rapport à l'année dernière, là, on est au lendemain des 1 an de la mort de George Floyd, qui a eu un émoi, un sursaut populaire, et que cette indignation, il ne faut pas qu'elle soit ponctuelle. Il faut vraiment qu'elle continue et qu'on ne s'indigne pas parce qu'à un moment donné, quelqu'un est mort. C'est tout le temps qu'on doit s'indigner et c'est tout le temps qu'on doit essayer de changer les choses parce qu'il y a un réel problème en France, c'est ce déni des conditions de certaines personnes, de minorités, et qu'on a envie de nous faire croire le contraire, en fait, qu'on a envie de nous faire croire que ça n'existe pas et que c'est un peu dans notre tête, en fait, que tout ça se passe. Et c'est bien là le problème. Ça m'interpelle ce que vous mentionnez. Ça me fait penser, ça résonne très fortement avec la situation américaine où on a observé que l'évolution là-bas du débat public qui a abouti à Joe Biden qui parle lui-même justement de racisme systémique est beaucoup le produit d'une mobilisation citoyenne très très offensive et qui est extrêmement connectée au milieu intellectuel et où il y a une interpénétration comme ça entre le milieu militant, le milieu intellectuel et qui ont permis d'outiller la société civile avec un vocabulaire aussi pour parler justement de concepts de privilèges blancs, de racisme systémique, de domination, etc. Et on sent que le débat s'est sophistiqué aussi grâce à cette proximité très grande. Est-ce qu'on voit la même chose en France ? Oui, la bataille des mots, elle est très importante. Ce n'est pas un hasard si aujourd'hui il y a des attaques venues du sommet de l'État contre les universitaires.
accusés d'être islamo-gauchistes, de céder à des discours identitaires, séparatistes, de parler de race, de parler d'intersectionnalité, de parler de racisme d'État, de parler de racisme systémique, avec le ministre de l'Éducation qui a porté plainte contre Sud Éducation 93 sur l'utilisation du terme racisme d'État, etc. Donc ces campagnes politiques, elles disent bien qu'il y a un enjeu. Et il est relativement nouveau qu'on s'en prenne aux universitaires. Ça veut bien dire qu'il y a un rapport entre ce qui se passe dans la société et les discours pour essayer d'en rendre compte, de penser, de se donner des outils pour savoir ce qui se passe. Donc c'est une forme de reconnaissance un peu paradoxale du fait qu'il y a une sorte de convergence, non seulement des luttes, mais aussi convergence entre les actions militantes et un travail intellectuel. Ça ne veut pas dire que tout le monde pense pareil, ça ne veut pas dire que tout le monde soit d'accord, ça ne veut pas dire qu'il n'y ait pas des tensions, mais quand même, il y a le fait que des choses bougent d'un côté, et depuis assez longtemps, dans le monde militant, et d'un autre côté, depuis peut-être un peu moins longtemps, dans le monde universitaire. Pour ma part, je m'en réjouis, même si pour l'instant, ça nous coûte un peu cher en répression symbolique, en attendant peut-être la répression économique. Et en répression concrète pour les jeunes chercheurs ou ceux qui n'ont pas encore de poste. Bien sûr, c'est-à-dire avec des conséquences matérielles bien réelles. Mais je crois que c'est malgré tout bon signe. Ça veut bien dire que quelque chose se fait entendre. Et de ce point de vue, la référence aux États-Unis est complexe, parce qu'effectivement, on n'a pas attendu les États-Unis pour savoir qu'il y avait des violences policières, ou bien pour dire les choses à l'inverse, on pourrait se dire que lorsque il y a un écho assez répandu de Black Lives Matter en France, c'est pas parce que ce serait une mode américaine, c'est parce que les gens savent que ça parle d'une réalité qu'ils connaissent. Donc, d'un côté, il ne faut pas suivre les États-Unis parce qu'on nous accuse beaucoup, lorsqu'on parle de toutes ces questions, d'être en train de suivre des modes américaines, comme l'a fait le président de la République dans son discours sur le séparatisme le 2 octobre 2020, où il explique que, en fait, ce seraient des sciences sociales importées des États-Unis. Il ne s'agit pas d'importer. En fait, il s'agit de penser par rapport à ici, mais bien sûr dans des circulations internationales, c'est-à-dire qu'on s'intéresse à ce qui se passe ailleurs. Et de ce point de vue, je crois que ce n'est pas tant l'influence de Black Lives Matter qui est surprenante. Ce qui est très frappant, c'est que nos politiques ne semblent pas avoir remarqué que leur position aujourd'hui s'aligne sur celle de Trump. Trump, aux États-Unis, lorsqu'on lui parle de racisme systémique, il dit « c'est raciste ». Eh bien ça, c'est ce que disent beaucoup de gens dans nos élites politiques aujourd'hui, non seulement à droite et à l'extrême droite, mais même dans des partis qui, naguère, étaient considérés comme des partis de gauche. Ça, je crois que c'est assez important parce qu'effectivement, à l'inverse, Joe Biden a choisi, bien entendu, comme vous l'avez rappelé, sous la pression de mouvements militants, mais quand même, il a choisi de réagir face à ces mouvements militants en parlant dès le soir où il a proclamé son élection, puis dès le premier jour de son mandat, en parlant de racisme systémique. Donc en fait, ce qui se passe en ce moment, très paradoxalement, c'est que la France, qui était censée regarder avec condescendance et avec hostilité Donald Trump, eh bien, elle est plutôt du côté de ce que j'appellerais un tropisme trumpiste. Alors qu'on a aujourd'hui cette vision-là des États-Unis qui a été malgré tout mise de côté pour mettre l'accent sur une version où on reconnaît le fait qu'il y a un racisme systémique. Mais ça veut dire quoi ? Ça veut dire quoi le racisme systémique ? Parce qu'on se rend compte que dans cette bataille des mots, très souvent les gens ne comprennent pas de quoi on parle. À tel point que des gens qui nous critiquent, comme tel sociologue, vont jusqu'à se tromper sur les mots en parlant de racisme systématique. Ce qui montre manifestement une compréhension un peu superficielle du concept. Donc pour lui faciliter la tâche, nous dirons structurel. Donc ce racisme structurel, ça veut dire quoi ? Eh bien pour ma part, je l'explique assez simplement en disant que dans des milieux comme par exemple le monde universitaire, où presque tout le monde est antiraciste, eh bien presque tout le monde est blanc.
Et bien entendu, je prends l'exemple du monde universitaire parce que c'est l'univers auquel j'appartiens, mais ça s'applique à beaucoup d'autres. Par exemple. Donc je crois que ça veut dire quelque chose. Ça veut dire qu'il n'y a pas simplement les intentions, bonnes ou mauvaises, il n'y a pas simplement les idéologies, sympathiques ou antipathiques, mais il y a le résultat. Et donc je crois que ce qui est en train de se passer en ce moment, et ce qui explique l'importance reconnue aux mouvements sociaux, militants, etc., c'est qu'on change de point de vue. C'est-à-dire, au lieu de se placer du point de vue des intentions des personnes accusées de racisme, on se place du point de vue des résultats pour les personnes qui subissent le racisme. Donc, au lieu de me demander à moi, est-ce que je suis raciste, on demande, par exemple, à Amal, est-ce qu'elle peut avoir subi des expériences de discrimination raciale ? Bien évidemment, on n'a pas le même résultat. C'est un petit peu comme si on demande aux hommes, est-ce qu'il vous arrive de violer ? En général, ils diront non. Il se pourrait qu'on ait des réponses différentes si on pose la question à des femmes. Et je crois que ça, c'est un vrai changement. Un changement très important, c'est de quel point de vue se place-t-on ? Est-ce qu'on se place du point de vue des personnes qui vont se défendre bec et ongles en disant « mais non, pas du tout, moi au contraire, j'ai beaucoup d'amis noirs et arabes » ou bien est-ce qu'on va se placer du point de vue des personnes qui subissent les discriminations ? Et je crois que c'est ça qui change aujourd'hui. Donc la bataille des mots, c'est bien sûr une bataille politique pour savoir de quel point de vue on se place. Une bataille politique, et puis avec ce que vous mentionniez sur le tropisme trumpiste de la société française et de son pouvoir exécutif, etc., on assiste à aussi peut-être une mise en danger de la démocratie. L'affaire de Viry-Châtillon, il y a quelques jours, Mediapart révélait que les procès-verbaux avaient été falsifiés par les policiers et avait montré qu'on avait envoyé en prison des jeunes innocents pour pouvoir à tout prix avoir des boucs émissaires et punir voilà, des non-auteurs du coup de violences contre des policiers. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut dire sur cette dimension politique-là et cette inquiétude, préoccupation pour la démocratie elle-même? L'affaire de Viry-Châtillon, à chaque fois que des policiers sont attaqués, à chaque fois, vous avez la manifestation de ces syndicats policiers qui vont monter au créneau, qui vont utiliser des faits exceptionnels. Il faut rappeler que des policiers qui meurent dans des quartiers, c'est quelque chose d'assez rare. Donc là, on l'a vu en quelques semaines où il y a eu le décès de 2 policiers, mais c'est quelque chose qui reste assez rare. Et moi, je reprends notamment les chiffres de l'Observatoire national de la délinquance et de la réponse pénale pour 2015 sur 7 policiers qui ont perdu la vie dans l'exercice de leurs fonctions. Pour 3 d'entre eux, c'est des accidents de la voie publique, et pour les 4 autres, c'est une mauvaise manipulation des armes, de leurs armes de service. Donc il faut bien rappeler que les policiers qui meurent dans les quartiers, c'est des faits exceptionnels. Et ça, c'est important de le dire parce qu'à chaque fois qu'il y a un fait divers tragique comme ce qui s'est passé dernièrement ou ce qui s'est passé à Viry-Châtillon, vous avez les syndicats policiers qui montent au créneau, soutenus par tous les politiques, et notamment de l'extrême droite, et suivis du ministre de l'Intérieur, de façon à presque légiférer, de demander à légiférer à ce moment-là, à ce qu'on trouve des solutions, des nouvelles lois pour punir plus les auteurs d'actes contre les forces de l'ordre. Alors que le dispositif législatif existe déjà pour ces personnes qui seraient amenées à s'en prendre aux forces de l'ordre. Mais qu'est-ce qu'on cache derrière tout ça ? Dernièrement, j'ai fait un billet sur Mediapart en posant la question suivante, mais qu'est-ce qu'on demande par plus de moyens ? Et moi, je remarque par plus de moyens, ce n'est pas parce qu'il manque des stylos, que les voitures ne fonctionnent pas ou que la banquette de la voiture de police est déchirée, qu'il y a un problème. Ce n'est pas ça, plus de moyens. Et quand on écoute bien les revendications de ces policiers, c'est opposer le discours qu'on a, nous, c'est presque pour effacer ce qui s'est passé
ces dernières années. Parce qu'on l'a bien vu que la question des violences policières, et ça, ils s'en sont rendus compte, qu'elle devenait centrale et que les gens ne supportaient plus ce discours où des policiers viendraient se plaindre alors qu'on a des vidéos qui contredisent la version policière. Et c'est bien là le problème. C'est-à-dire que oui, bien évidemment que la démocratie, elle est en danger, puisqu'aujourd'hui, c'est plus le législatif, le pouvoir législatif contre l'exécutif, c'est un pouvoir policier. C'est-à-dire qu'il y a, aujourd'hui, on a presque un sentiment, c'est plus qu'un sentiment, c'est qu'on a l'impression que c'est les policiers qui feraient les lois, en fait. Et moi, je le vois, je le note depuis la réforme de la loi sur la légitime défense, sur la loi sécurité. À ce moment-là, vous aviez les syndicats policiers qui, pareil, s'étaient basés sur une histoire, donc sur l'histoire de mon frère qui avait été tué d'une balle dans le dos, et qui trouvaient inadmissible que des familles puissent se constituer partie civile. Et à ce moment-là, on avait fait une proposition de loi, et il y avait eu plusieurs députés qui d'ailleurs, j'avais porté plainte contre ces députés-là, parce qu'ils avaient cité l'affaire de mon frère qui n'avait pas été encore jugée. Et on avait utilisé cette affaire-là pour essayer de trouver des solutions. Donc on se sert de faits divers qui se sont passés pour éviter que ces policiers soient évincés à un moment donné. Et qu'on a demandé la réforme de la légitime défense. Donc cette loi, qui date du mois de mars 2017, elle permet aux policiers de bénéficier du même usage des armes à feu que les gendarmes. Qu'avant, ce n'était pas possible. Donc aujourd'hui, un policier peut vous tirer dessus si vous prenez la fuite. Et on notera la nette augmentation d'usage des armes à feu par ces policiers depuis mars 2017. On l'a vu dans l'affaire de Romain, un jeune homme qui avait une suspension de permis et qui ne voulait pas être appréhendé par ces policiers, qui a pris la fuite et on lui a tiré dessus, où un policier a réquisitionné un scooter, un homme sur un scooter, et qu'il a poursuivi cette voiture et il a tiré sur ce jeune homme qui avait 19 ans. Tout ça pour une histoire de permis. Voilà. Un jeune homme qui n'était pas forcément connu des services de police. Donc aujourd'hui, cette question-là, elle ne touche plus seulement les quartiers, mais elle touche vraiment l'ensemble de la société. Et puis quand vous parlez de questions de moyens, on voit aussi qu'en même temps, des choix ont été faits sur le développement de certains moyens et le déploiement des LBD, des tasers, etc. Et que ce sont aussi des choix politiques. Vous dites que ce n'est pas une question de police, c'est une question politique et c'est une question de l'État. D'abord, oui, il y a une inquiétude pour la démocratie qui passe par la question policière, mais qui bien sûr ne s'y réduit pas parce que c'est aujourd'hui quelque chose dont tout le monde a bien conscience, le recul des libertés publiques et la montée en puissance d'un discours d'extrême droite, pas seulement dans l'extrême droite. Donc oui, il y a une inquiétude. Moi, j'avais, il y a plus de 10 ans, il y a 10 ans, publié un livre qui s'appelle « Démocratie précaire ». Et maintenant, quand je suis invité à l'étranger, c'est très souvent pour que je parle de démocratie précaire en France. C'est-à-dire que cette précarité de la démocratie française, un peu partout dans le monde, on en a conscience. Bien sûr, il n'y a pas qu'en France. Mais il y a aussi en France, c'est-à-dire qu'un pays qui était réputé presque intrinsèquement démocratique apparaît de plus en plus aujourd'hui dans le monde entier comme une démocratie malade. L'exemple de Viry-Châtillon est très révélateur. Qu'il y ait eu une volonté de trouver à tout prix des coupables très rapidement n'est pas tout à fait surprenant. Que des policiers aient pu avoir ces pratiques illégales n'est pas tout à fait surprenant, qu'il y ait pu y avoir une certaine complaisance du côté de la justice aussi, mais ce qui est tout à fait sidérant, c'est que ces révélations ne provoquent pas un séisme. C'est-à-dire l'indifférence, ou plutôt le silence
coupable des autorités sur ce sujet est très inquiétant. On pourrait imaginer qu'il y ait immédiatement une réaction du ministre de l'Intérieur. Or, quelle a été la réaction du ministre de l'Intérieur? Ça a été d'aller défiler devant l'Assemblée nationale avec des syndicats de police pour faire pression sur l'Assemblée nationale au moment où elle examine un projet qui concerne la justice. Avec non seulement, comme chacun sait, le ministre de l'Intérieur, mais aussi des représentants politiques, y compris un représentant, Yannick Jadot, des Verts, mais aussi un représentant du Parti socialiste, Olivier Faure. La déclaration d'Olivier Faure est un peu un symptôme du fait que les politiques semblent avoir complètement perdu toute référence démocratique lorsqu'il dit que ce n'est pas normal que les policiers soient dépossédés des peines, comme si les peines relevaient de la police. Et lorsqu'il ajoute qu'il serait bien qu'ils aient un droit de regard sur les décisions de justice. La confrontation de la police, du ministre, des partis, y compris d'opposition, devant l'Assemblée nationale à propos de la justice, c'est la fin de la séparation des pouvoirs qui est le fondement le plus classique de la démocratie libérale. Ça, c'est très inquiétant, et il est très inquiétant que les médias ne soient pas mobilisés comme un seul homme, si je puis dire, c'est-à-dire qu'il n'y ait pas le sentiment que se joue là une crise majeure pour la démocratie française. Donc le problème, ça n'est pas tant à mes yeux ce qui s'est passé à Viry-Châtillon. On peut comprendre que des policiers se sentent très pressés de trouver des coupables, quitte à forcer la vérité ou à inventer des mensonges. Évidemment, je ne trouve pas ça excusable, mais ça n'est pas très surprenant. Ce qui est très surprenant, c'est que cette révélation ne soit une révélation pour personne et qu'elle rencontre l'indifférence générale des responsables. L'irresponsabilité des responsables politiques, aujourd'hui, est extrêmement inquiétante. Donc, à mon sens, le problème, ce n'est pas la police, le problème, c'est la politique. Parce que la police, en gros, elle fait ce qu'on lui dit de faire. Je ne veux pas dire qu'on lui dit de tricher sur les coupables ou de tuer des gens, ou etc. Mais le fait est que si on laisse faire, et si après on dit que de toute façon on est du côté de la police quoi qu'elle fasse, eh bien ça veut dire qu'on encourage tout cela. Donc le problème, ça n'est pas que la police puisse mal se conduire une partie du temps, c'est le fait que si les politiques laissent faire, eh bien en réalité ils encouragent. Donc le problème, ça n'est pas à prendre au niveau de la police, c'est à prendre au niveau de la politique. Si on veut que ça change, il faut que ça change politiquement. Parce que après, la police suivra. Pour l'instant, la politique entraîne la police suit la politique, et elle la suit sur un terrain antidémocratique extrêmement dangereux. Ça revient à dire que la police est au-dessus des lois. Mais le problème, c'est que ce sont nos politiques qui le disent en substance. On a eu des politiques qui ont dit de toute façon, quoi qu'il se passe, on sera du côté de la police. On a un ministre de l'Intérieur qui se présente fièrement comme le premier flic de France, autrement dit comme le porte-parole des syndicats de police. Voyez la différence avec le ministre de l'Éducation nationale. Voyez la différence avec la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. S'il s'agit des profs, eh bien on a l'impression que les ministres sont contre les profs, contre les syndicats de profs. S'il s'agit de la police, eh bien le ministre aujourd'hui apparaît comme un porte-parole. Mais ça ne veut pas dire que, au fond, ils subissent la pression policière. C'est que le régime dans lequel nous vivons dépend de plus en plus de la police et donc est de moins en moins prêt à faire régner l'ordre dans sa police. Ça dit quelque chose sur l'évolution du régime. Un régime qui dépend de sa police est un régime policier. Oui, ça va bien au-delà du fait qu'une étude récente du Cevipof indique que 60% des policiers voteraient pour le Rassemblement national aux prochaines élections présidentielles et que donc ça va bien au-delà du fait que un nombre de ces effectifs importants votent à l'extrême droite.
Disons qu'il n'est pas surprenant que s'il y a une extrême droitisation de la politique qui justifie une extrême droitisation de la police, il n'est pas très surprenant que des gens d'extrême droite se sentent à l'aise dans la police aujourd'hui. Ça, c'est la responsabilité des politiques. Et donc, comment lutter contre ces violences policières quand on voit que l'État lui-même est complice ou qu'en tout cas l'État protège l'existence de ces violences policières et ne les condamne pas ou peu ou très rarement. Le cas de Damien Saboudjian et le policier qui a tué votre frère est le dernier policier à avoir été condamné pour ce crime en 2017. Depuis pas d'autres condamnations de policiers. Où en est-on de ce point de vue-là? Et puis, quels outils développer? Notamment, on pourra revenir peut-être aussi sur la genèse qu'on a commencé à aborder de l'application urgence violence policière. Oui, je crois que la condamnation de Damien Saboudjian en 2017, moi j'avais beaucoup d'espoir que cette condamnation... déjà qu'on avait brisé le plafond de verre à ce moment-là et les révélations qui avaient pu être faites à ce moment-là lors du procès et d'avoir comme témoins ces journalistes qui n'avaient pas l'habitude parce que vous savez, moi j'en ai jamais voulu à certains journalistes qui relayaient uniquement la version policière. Et j'ai bien senti le changement à ce moment-là et l'espèce de prise de conscience à ce moment-là de certains journalistes qui véhiculent aussi les informations. Et pour moi, c'était très important de pouvoir toujours échanger avec eux, même si on n'était pas d'accord et si parfois je trouvais qu'ils relayaient assez massivement la version policière. Et donc, ce procès-là a permis de voir à l'intérieur même d'une affaire policière, d'un crime policier, quand ça se passait, comment s'organisait la politique, comment s'organisaient les syndicats policiers. Et là, on a eu des révélations extrêmement graves. Et que cette condamnation en demi-teinte soit-elle, c'était aussi un espoir, hein, pour moi, pour les autres familles, que d'ouvrir la voie. Et malheureusement, ce n'est pas ce qui s'est passé. Ce n'est pas ce qui s'est passé. Alors, la faute à quoi? La faute à qui? Ce qui est certain, c'est qu'à un moment donné, avec le collectif, on n'a pas fait d'allégeance, on n'a pas fait allégeance à qui que ce soit. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand on avait envie de dire les choses, on les nommait. Et nous, à l'époque, on ne parlait pas de violence policière, mais de crimes policiers. Et je pense qu'ils ont senti à ce moment-là qu'on commençait à devenir dangereux pour la prise de conscience qui était en train de se faire à ce moment-là. Et puis, il y avait une émergence aussi des militants, des mouvements sociaux. Et donc, on était vraiment unis. Alors, je ne sais pas ce qui s'est passé. Je le sais plus ou moins. Mais ce qui est dramatique, c'est que cette condamnation n'ait pas permis de faire condamner d'autres policiers et qu'aujourd'hui, on assiste à des non-lieux à répétition. Et même quand vous avez des affaires très célèbres qui sont médiatisées, la réalité, c'est que les procédures n'avancent pas. C'est-à-dire qu'il y a aucune poursuite, des non-lieux à répétition. Et ça, moi, ça m'affecte particulièrement parce que c'était pas l'objectif que je m'étais fixé. Alors, comment on peut changer les choses? Avec les militants, avec les familles de victimes, avec... Vous faites un travail d'accompagnement, d'information et d'accompagnement des familles. Vous pouvez oui, tout à fait. On est un mini peu... contre-pouvoir, hein, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on ne laisse rien passer. Et moi, ce dont les raisons pour lesquelles je lutte aussi, c'est la banalisation de cette violence par les premiers concernés.
Et ça, on n'en parle pas assez parce que c'est vrai qu'on parle tout le temps de chiffres, de savoir est-ce qu'il y a eu plus de plaintes contre des policiers. Et en fait, les chiffres sont biaisés parce que nous, quand on reçoit des messages via le collectif Urgence, notre police assassine, c'est la dernière bouteille qu'on jette à la mer. C'est-à-dire que voilà, on va trouver notre nom et puis ça va leur parler et puis les gens vont venir et nous poser des questions sans pour autant se dire qu'ils vont aller jusqu'au bout de la procédure. Donc nous, le rôle du collectif, c'est ça. C'est à partir du moment où on reçoit un message d'une personne, d'une victime, d'une sœur, d'une mère, d'un frère, c'est de pouvoir l'accompagner, de la conseiller de façon à éviter tous les pièges qui vont être tendus de façon à ce qu'elle n'aille pas jusqu'au bout. Et donc l'accompagner juridiquement, psychologiquement aussi. Créer des rencontres aussi entre les victimes, parce qu'au-delà de perdre un être cher, il y a aussi cette petite violence dont on ne parle pas, la violence des mots, la violence de la stigmatisation, la violence de la discrimination, la violence des vols aussi, du racket qui se fait. Moi, je me souviens d'un jeune homme qui nous avait écrit et j'avais fait tout un post où j'avais fait presque plus d'une page pour décrire cette histoire-là pendant le confinement. Et c'était important pour moi de prendre en considération son témoignage parce qu'il n'avait pas... parce que quand on est victime de la police, on n'est pas des victimes, on n'est pas considéré comme des victimes à part entière. On est tout de suite taxé d'être anti-police. Alors ce qu'on demande, c'est uniquement la justice. Et ce que demandent ces victimes, c'est simplement la justice. Donc quand on demande la justice, il n'y a pas plus républicain que quelqu'un qui demande la justice. Et on vient nous taxer d'être anti-police. Moi, ce que je veux à l'avenir, c'est que ces gens prennent conscience, déjà d'une, qu'on ne laissera plus faire, qu'on accompagnera les victimes jusqu'au bout, qu'on leur proposera des avocats sensibles à la question des violences policières. Parce que ce n'est pas évident. Hein. Ce n'est pas évident d'avoir des avocats courageux. On l'a vu dans l'affaire de Viry-Châtillon, où vous avez cet avocat qui fait presque allégeance à ce que dit le policier et qui va dire à son client, c'est juste hallucinant, de dire à son client qu'il faudrait qu'il dise la vérité et que presque il serait coupable de le forcer à témoigner alors qu'il n'a rien à voir. Et c'est ça aussi, ce travail-là qu'on fait via le collectif, d'accompagner les victimes, donc juridiquement, psychologiquement, en créant des rencontres, via l'application aussi UVP, Urgence Violence Policière, c'est le constat qu'on fait. Donc c'est une application qui permet de filmer la police et les images sont envoyées directement sur un serveur extérieur sécurisé. Comme ça, si les policiers veulent effacer la vidéo, ils ne peuvent pas. Voilà, ils n'en ont plus la possibilité. Parce qu'on part de ce principe-là, le constat qu'on fait, l'observation qu'on a de cette police depuis certaines années et les témoignages qu'on nous envoie, c'est j'ai filmé, mais on m'a retiré mon portable et on a effacé les vidéos. Et c'est ce qui se passe. Et moi, je pars d'une affaire, où vraiment cette application, elle a eu tout son sens dans ma tête, c'est-à-dire qu'elle a commencé à germer. C'est dans l'affaire de Philippe Ferrière, où ce père de famille qui a perdu la vie parce que sa femme avait appelé les policiers et puis qui s'est retrouvé par terre à subir la clé d'étranglement, un jeune homme qui filmait et un policier qui vient et qui lui prend le portable et qui efface la vidéo. Donc j'avais rencontré cette femme à ce moment-là et je me disais mais comment, quelle solution? Donc la solution, ça a été ça, c'est de pouvoir créer une application qui permette aux citoyens de surveiller la police. Parce que c'est vrai qu'avant, la difficulté pour les gens, c'était déjà de méconnaître leurs droits, donc, et notamment la circulaire du 23 décembre 2008, la numéro 8433D, il me semble, qui permet à n'importe quel journaliste ou citoyen de filmer les policiers dans l'exercice de leurs fonctions. Il faut savoir qu'en matière de droit à l'image, les policiers n'ont pas de droit à l'image et c'est vrai que ça, les citoyens
pour la plupart, n'étaient pas informés. Et souvent, quand on assistait à des scènes comme ça, où des gens filmaient les policiers, vous aviez un policier qui lui disait « mais non, non, tu n'as pas le droit de filmer, tu n'as pas le droit de diffuser ». Et d'où l'article 24. Parce que quand l'application est sortie en mars, le 10 mars 2020, quelques jours après, Éric Ciotti qui fait une proposition de loi avec plusieurs députés qui visaient, la première proposition, c'était qui visait à interdire de filmer les policiers dans l'exercice de leurs fonctions. Et puis après, bien évidemment, puisque le Conseil constitutionnel, et moi je le savais pertinemment que que ça n'allait pas passer au niveau du Conseil constitutionnel, mais ils ont quand même essayé. Donc c'est pour vous dire. Donc un droit fondamental qui est la liberté d'informer, on a essayé quand même. Ils ont été jusqu'au bout, hein. Et qu'après, parce qu'il y a eu des mobilisations, donc l'article 24, c'est en réponse à l'application UVP. Donc cet article-là a été retoqué puisque aujourd'hui, il a été censuré par le Conseil constitutionnel, mais le dernier en date, c'était si les intentions étaient de filmer pour porter atteinte à ces policiers. Donc c'était un truc un peu flou. Oui, c'était provoqué à l'identification d'un membre des forces de l'ordre. Voilà. Donc quand c'est flou, c'est qu'il y a un loup. Donc le Conseil constitutionnel a bien fait de censurer. Et moi, je m'y attendais. De toute façon, c'était pas possible que ça passe. Mais c'est pour vous dire, on a essayé quand même. Donc la démocratie, elle est en danger et que nous, ce mini contre-pouvoir, que ce soit les familles, les collectifs, les sociologues, les militants, on est là aussi pour surveiller ce qui peut se passer et les atteintes à nos droits les plus fondamentaux. Et ça, c'est important qu'on soit vigilant parce que l'avenir... On a parlé tout à l'heure de la bataille des mots, on voit qu'il y a une bataille des images aussi, vous vouliez réagir. Oui, évidemment, je suis tout à fait d'accord avec ce que Amal vient de dire. Il y a quelque chose de très frappant, à nouveau, c'est que après la décision du Conseil constitutionnel, on a une manifestation organisée par la municipalité de Nice, dans laquelle sont associés des policiers et des syndicats de police, où les policiers jettent leurs menottes pour bien montrer, des policiers municipaux donc, pour bien montrer qu'ils n'ont plus les moyens de faire leur travail puisqu'on risque de les filmer. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, le pouvoir exécutif local et la police locale, municipale, reflètent ce qui se passe au niveau national, rejouent la même scène qui est celle de défier les institutions de la République. Donc les choses deviennent malheureusement assez claires. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a un vrai risque anti-républicain et il n'est pas du côté des gens qui demandent la justice, mais des gens qui vont manifester comme certains policiers devant l'Assemblée nationale en disant que le problème de la police, c'est la justice. Tout à fait. Là, je crois qu'on est à un moment très grave. Alors, que faire ? Beaucoup de gens s'y emploient déjà, à commencer par des collectifs militants depuis très longtemps, y compris donc effectivement des universitaires. Voilà, il y a des gens qui se mobilisent. On peut penser aussi, on en a déjà parlé, qu'il y a quelque chose comme la convergence des coups, c'est-à-dire que les gens, à force de se faire taper dessus, se disent on a quelque chose en commun. Donc il y a quelque chose peut-être qui se dessine de ce côté-là. Un des éléments, et c'est pour ça que la question des images est devenue si importante, c'est qu'effectivement il y a eu une transformation technologique, c'est-à-dire une facilité relative d'avoir des images. C'est-à-dire que tout le monde peut produire des images, il suffit depuis sa fenêtre d'avoir son téléphone. Et c'est quelque chose qui joue un rôle de plus en plus important. Et ça transforme en particulier le monde des médias. Parce que dans les médias, on voit qu'effectivement la frontière entre le journaliste établi dans un organe de presse bien reconnu et des journalistes freelance, des reporters qui sont beaucoup plus sur le terrain, beaucoup plus proches des mouvements sociaux, mais aussi de ce qui se passe. Eh bien, ces reporters, ils sont aujourd'hui, ils jouent un rôle très important. On voit bien qu'après tout, l'affaire Benalla, elle a été révélée parce qu'il y avait Taher Bouafs qui a filmé ça et qui ensuite a diffusé ces images. C'est donc pas un hasard si ensuite il a beaucoup d'ennuis avec la police. Et
c'est un cas particulier, mais en fait, il n'est pas si particulier. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, beaucoup de journalistes qui n'avaient pas encore leur carte de presse, parce que, effectivement, ça commence par les marges du monde journalistique, parce que c'est très proche d'une expérience quotidienne pour un certain nombre de gens, en particulier dans les classes populaires, eh bien, cette pratique peu organisée, peu canalisée, s'est révélée très efficace. Oui. Et donc, on a eu une contestation, précisément, du fait qu'on puisse considérer comme journalistes des gens qui n'avaient pas leur carte de presse, alors que les conditions pour obtenir la carte de presse, elles sont... Elles sont d'être déjà journalistes, en fait. Donc, il y a un petit paradoxe à cet endroit-là. Donc, en fait, c'est intéressant de voir qu'aujourd'hui, la bataille, elle passe en particulier par les images, comme Amal vient de le rappeler, autour de l'article 24, devenu article 52 de la loi de sécurité globale. Mais cette bataille des images, elle est aussi intéressante sociologiquement parce que ce n'est pas simplement les vrais médias, si on peut dire, c'est-à-dire les médias traditionnels, c'est aussi les gens. C'est aussi les caméras de sécurité, c'est ce qui s'est passé pour Michel Zecler, c'est-à-dire qu'on a accès à des images parce qu'il y avait des caméras qui étaient là. Donc en fait, il n'y a pas un monopole de l'image qui serait celui des médias établis, ça va des médias établis à des journalistes qui ne sont pas forcément pleinement reconnus comme tels, mais qui souvent jouent un rôle très important, à des gens qui se trouvent être là, à des caméras qui sont là pour une raison ou une autre. Bref, il y a tout un spectre de ce point de vue-là qui a transformé la manière dont on peut voir ce qui se passe. Et on comprend bien pourquoi aujourd'hui des policiers manifestent à Nice comme au niveau national contre cela, contre la possibilité qu'il y ait un droit de regard. En fait, ils demandent un droit de regard sur la justice parce qu'aujourd'hui, les citoyens ont un droit de regard au sens le plus littéral, c'est-à-dire la possibilité de voir et de donner à voir. C'est bien ça la bataille aujourd'hui. Et une société qui se veut démocratique est une société où on doit pouvoir voir ce qui se passe. Et en particulier, on doit avoir un droit de regard sur l'État. L'État n'est pas au-dessus de nous. Moi, je suis très frappé. Urgence, notre police assassine, c'est bien notre police. Notre police, ça veut bien dire que, bah oui, c'est nous. Nous sommes des citoyens, nous sommes des citoyennes, nous avons un droit de regard sur la police, de même que la police, bien sûr, a des droits par rapport à nous. Mais il n'y a pas seulement la police qui a des droits. Les citoyens ont des droits dans une démocratie. Et c'est ça la bataille aujourd'hui. Souvent une caricature des militants et des mouvements anti-violence policière que de les qualifier justement anti-police. Vous avez utilisé le mot tout à l'heure et effectivement souvent on essaye de discréditer ces combats alors qu'il n'y a pas du tout une demande d'abolition ou anti-police comme on peut éventuellement entendre d'ailleurs à certaines franges du mouvement aux États-Unis. Mais donc, est-ce qu'on peut critiquer la police et essayer de la réformer ou d'améliorer les relations police-citoyen sans être anti-flic ? En France, non. Le constat, il est clair, hein, on le voit bien. Nous, on assiste à ça depuis des années. Dès lors qu'on critique, dès lors qu'on va apporter des éléments probants, quand même, des vidéos. Alors, ce qui est assez intéressant et ce qui est assez frappant, c'est cette indignation à géométrie variable. Donc, dès lors qu'il s'agit de policiers, vous avez les syndicats policiers qui vont se poser la question, il est où le début, il est où la fin ? Elle est où la fin ? Alors, par contre, quand il s'agit de caméras de télésurveillance, on voit... pour résoudre des affaires du quotidien, là, il n'y a aucun souci. C'est une évidence. Et il faut savoir que ces caméras de télésurveillance ne fonctionnent pas quand il s'agit des policiers, puisqu'il y a beaucoup de familles qui réclament notamment les caméras de télésurveillance. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle on a conçu cette application, parce que c'est le constat qu'on en faisait, c'était que dans la majorité des cas, les caméras de télésurveillance ne fonctionnaient pas. Et puis les caméras piétons, n'en parlons pas, puisque c'est des effets d'annonce, et ça on l'entend depuis, même avant Castaner, c'était des propositions qui étaient faites. Mais pour en revenir
à la question peut-on critiquer la police? Non, on ne peut pas critiquer la police. Parce qu'aujourd'hui, on a une injonction d'un débat unique. C'est-à-dire que si on voudrait nous imposer de dire que attention, vous faites l'amalgame. Vous faites l'amalgame sur quand vous dites notre police assassine et que vous considérez que tous les policiers. Nous, on pense à cette majorité silencieuse qui voit ce qui se passe, qui assiste à toutes ces violences et qui ne parle pas. Donc moi, c'est celle-ci que j'ai envie aussi de secouer, c'est celle-ci que j'ai envie qu'elle puisse témoigner. Et comment on fait aussi pour que ces policiers qui font correctement leur travail puissent à un moment donné dénoncer, comme l'a fait un policier, Eric, un policier qui a témoigné hier et qui était en grève de la faim parce qu'il dénonce la maltraitance physique sur des migrants, sur des individus et que pour lui c'est juste insupportable parce qu'il n'a pas choisi ce métier-là pour commettre des violences et pour regarder ses collègues commettent ce genre de violence. Et que je voudrais qu'on ait des policiers comme ce policier belge qui a témoigné. Mais aujourd'hui, c'est difficile. Aujourd'hui, c'est difficile. On a un silence assourdissant où ces policiers ne s'expriment pas. Alors, on va nous dire, vous savez, le métier de policier, c'est un métier très difficile. Je vais vous dire, vous savez, la femme de ménage qui travaille et qui fait plusieurs petits boulots et qui rentre à 21h le soir chez elle pour joindre les deux bouts, c'est aussi difficile. Vous avez le maçon, et c'est pareil, et c'est pas pour autant, ou le médecin qui a affaire à toutes les franges de la population et qui ne va pas finir par tuer ses patients parce que vous en avez un qui lui a mal parlé. Donc vous voyez, donc à un moment donné, cette excuse bidon de dire que le métier de policier, c'est un métier difficile, quand on n'est pas content, on démissionne. Voilà, quand c'est difficile, on démissionne. Vous avez la possibilité de démissionner. Et vous avez la possibilité aussi de dénoncer et de démissionner et de dire les choses. Donc c'est à demi-mot. Vous avez certains, je pense notamment à un policier de syndicat, je ne sais plus comment il s'appelle, qui témoigne, mais qui dit plus ou moins les choses, mais sans les nommer, où il ne va pas trop loin sur la démonstration de ce qu'il peut y avoir, mais c'est un premier pas. Et moi, ce que j'ai envie, c'est que cette majorité silencieuse, si elle n'a pas envie d'être stigmatisée par les gens qui seraient tentés de dire que tous les policiers sont les mêmes, qu'elle se manifeste. Qu'elle se manifeste pour éradiquer ces policiers qui se sentent au-dessus des lois. Et c'est bien là le problème, encore une fois. Je vous pose aussi à votre tour la question, est-ce qu'on peut faire une critique constructive de la police sans être anti-flic ou comment faire? Par exemple, si je peux prendre une comparaison, il y a eu des révélations très importantes de pédocriminalité dans l'Église catholique. Est-ce que c'est être anti-catholique que de dénoncer la pédocriminalité dans l'Église catholique ou est-ce que, au contraire, l'institution aurait dû elle-même faire le ménage? Je crois qu'aujourd'hui, on se rend compte que, en tout cas, quoi qu'on pense sur cette question, il n'était pas acceptable et il ne serait pas acceptable aujourd'hui de laisser faire cette pédocriminalité dans l'Église catholique. La comparaison avec la police, c'est que les violences policières, peut-être que certains vont dire que c'est être contre la police que de les dénoncer, on pourrait penser qu'au contraire, il est dans l'intérêt de la police, même si aujourd'hui les syndicats qui se font le plus entendre sont des syndicats qui veulent à tout prix tout couvrir. Mais la réalité, c'est que l'expérience de beaucoup de policiers, c'est d'être devenus très impopulaires et cette impopularité, ils la payent très cher. Mais peut-être que si les violences policières n'étaient pas tolérées, voire encouragées, eh bien, la vie des policiers serait plus facile. Donc cette majorité silencieuse, je ne sais pas si c'est une majorité, mais en tout cas, il me semble que on ne peut pas présumer que les policiers ont intérêt à laisser faire des violences policières. Parce que
En tout cas, on peut espérer qu'une partie des policiers ne croit pas que le but soit un État policier. Beaucoup de policiers, je l'espère, croient à une police républicaine, donc sont contre les abus policiers. C'est la raison pour laquelle, pour ma part, y compris à l'université Paris 8 où le slogan ACAB est très présent, All the cops are bastards, donc tous les flics sont des salauds. Eh bien pour ma part, je pense que ça c'est un peu confondre le racisme systémique et le racisme systématique des gens qui n'ont pas entièrement compris, c'est-à-dire qu'on a intérêt à rester sur cette ligne du systémique parce que c'est la seule chance que ça change. Donc je crois que c'est pas simplement une réalité, une vérité, mais c'est aussi un pari. Si tous les flics sont des salauds, eh bien, c'est fini. Donc, on a intérêt, qu'on soit policier ou qu'on ne soit pas policier, à faire le pari qu'il y a des policiers qui, comme nous, ne veulent pas s'accommoder de cette violence, qui le payent cher, y compris en se retrouvant chez le psy le lendemain. Il y avait le récit de ces policiers qui pleuraient quand on leur donnait des cours d'histoire sur la Deuxième Guerre mondiale et où ils voyaient le rôle de la police pendant la Deuxième Guerre mondiale. Eh bien ça dit quelque chose, c'est qu'il y a un prix à payer. Mais c'est quelque chose qui a été décrit par Fanon pendant la guerre d'Algérie. Eh bien, le fait pour des policiers de contribuer à la torture, eh bien ça a eu des effets psychiques sur eux aussi. Donc je crois que de ce point de vue-là, il ne faut pas opposer l'intérêt des citoyens à l'intérêt des policiers. Je pense que notre police a intérêt, comme nous, à sortir de cette logique de violence policière. Et de ce point de vue, encore une fois, pour ma part, je trouve que la responsabilité première, elle est du côté des responsables, les responsables politiques, à commencer par le chef de l'État. Lorsqu'on a un chef de l'État qui dit que dans un État de droit, on ne peut pas parler de violence policière, eh bien on se demande, est-ce que dans un État totalitaire, on peut parler de violence policière ? Certainement pas. Est-ce que dans un État autoritaire, on peut parler de violence policière ? Certainement pas. Moi, je prendrais comme devise ce que dit un policier dans un film d'Orson Welles, en 1958, La soif du mal, où on a Charlton Heston, qui est un policier mexicain et qui fait la leçon à un policier véreux américain, à propos du travail de la police. Il dit, le travail de la police, il n'est facile que dans un État policier. Eh bien, je pense qu'il est important de revendiquer que le travail de la police est difficile, mais il est difficile à condition que ce ne soit pas dans un État policier. Aujourd'hui, c'est la question qui se pose, et c'est la question qui se pose non seulement pour la société, mais pour les policiers. Qu'est-ce qu'ils et elles veulent ? Est-ce qu'ils veulent laisser le monopole de la parole policière aux gens qui manifestaient devant l'Assemblée nationale pour faire pression sur nos élus avec le soutien du ministre contre la justice ? Ou bien, est-ce que ces policières et ces policiers préfèrent une police républicaine, autrement dit, n'ont pas envie de participer à cette dérive autoritaire vers un État policier ? Le parallèle avec les États-Unis est frappant. On avait vu dans un épisode précédent que, effectivement, la mauvaise qualité du travail de la police aux États-Unis était aussi au détriment du contrat social en général dans la société. Et le parallèle que vous faisiez avec la pédocriminalité et l'Église catholique est frappant aussi en termes de comment, à chaque fois, que ce soit la police ou l'Église, quand les hiérarchies finissent par, du bout des lèvres, reconnaître qu'il y a des problèmes dans leur institution, c'est souvent du fait d'une mobilisation et d'un regard de l'extérieur et d'une pression de l'extérieur qui confirme que la lutte paie et que toutes les initiatives que chacun entreprend à ces différents endroits de la société est utile et nécessaire. Peut-être pour le mot de la fin, est-ce qu'on a l'espoir que les choses changent ? Comment on se situe en termes d'optimisme ou de pessimisme ? Alors, moi, juste pour rebondir à ce qu'a dit Éric, moi, le constat que je fais aussi depuis quelques années, c'est que dès lors qu'on critique la police, on nous oppose ce discours police vs délinquant.
Alors que non, en fait, c'est pas ça, quelle que soit la personne qui a été abattue ou qui a été torturée, c'est pas ça. Et ça, c'est quelque chose de systématique à chaque fois, c'est de nous opposer ce discours comme pour faire oublier, comme pour justifier en fait des actes qu'ils auraient pu entreprendre à un moment donné. Et de façon, oui, à rendre coupable la personne à titre posthume ou si elle n'est pas décédée, de la rendre coupable, de dire qu'elle ne s'est pas arrêtée, de justifier, de devoir se justifier. Et je trouve que ce discours-là, on n'avance pas en fait comme ça. Parce que moi, souvent, je me retrouve face à des policiers et vous avez des policiers qui me disent « Oui, mais vous savez qu'on ne peut pas rentrer dans les quartiers. » Mais qu'est-ce que ça a à voir, en fait ? Oui, puis ça continue de réduire à l'anecdote et à l'individu au lieu de parler du système. Qu'est-ce que ça a à voir ? Je viens vous parler d'injustice, de personnes qui meurent et qu'on ne dénonce pas, qu'il n'y a pas de poursuite, que c'est difficile, que la réponse pénale n'est pas à la hauteur des faits et que vous venez me dire que vous ne pouvez pas rentrer dans les quartiers. Et après, vous avez des émissaires, donc ils ont une parole qui leur est donnée par rapport à nous qui sont là pour contredire ce discours-là. Des émissaires qui vont venir et qui vont vous dire leurs difficultés sur le terrain, ça je veux bien l'entendre, et que nous dire que le métier de policier est l'un des métiers les plus sanctionnés. Mais j'aimerais avoir les chiffres en fait, parce que nous, les chiffres, on les a, le nombre de sanctions, peut-être administratives, mais ce n'est pas le cas. Moi, vous voyez le policier qui a tué mon frère, il a été promu délégué syndical quand même. Alors que normalement, il aurait dû être radié, que l'administration aurait dû prendre ses responsabilités. Il exerce toujours, il a été condamné à 5 ans avec sursis et il exerce toujours, interdiction de port d'armes. Et dans un an, normalement, il devrait pouvoir accéder à son arme et être sur le terrain. On voit qu'il y a des avancées et en même temps que le rapport de force se durcit aussi, sans doute. Qu'est-ce qu'on peut... Est-ce qu'on peut être optimiste ou est-ce qu'on est condamné au pessimisme ? Personnellement, j'essaie de réfléchir depuis quelques années à ce que j'appelle la dépression militante, c'est-à-dire le sentiment que finalement on perd toutes les batailles et que ça va de pire en pire, etc. Et je me dis qu'en tant que sociologue et en tant aussi que prof, et en tant que citoyen, j'ai pas le droit d'encourager la dépression militante. Parce que la dépression militante, ça veut dire que finalement, comme tout est perdu d'avance, on arrête de se battre. Donc je crois qu'il faut essayer de réfléchir, pas simplement à ce qui ne va pas, même s'il est nécessaire de le nommer, mais aussi à penser comment il pourrait en être autrement. Donc c'est une sorte de volonté de me soustraire et, si possible, que d'autres aussi puissent plus aisément se soustraire à la dépression militante qui nous concerne toutes et tous, je crois. Ce que je dirais, c'est que, en fait, on parlait tout à l'heure des émeutes ou révoltes urbaines de 2005. Quel est le phénomène majeur depuis lors ? C'est qu'on a eu davantage des expressions proprement politiques, qui passent par le recours à la justice, qui passent par le recours à des mobilisations, des manifestations, etc. Je crois qu'il y a eu une manière de faire avancer les choses du côté des personnes les plus concernées, qui a été de construire des causes politiques de plus en plus. C'est quelque chose qui avance. C'est-à-dire que la forme d'expression violente n'est plus le premier recours ou le plus visible. Ça, je trouve que c'est quelque chose d'assez encourageant. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui ? C'est qu'effectivement, les personnes qui se mobilisent contre les violences policières dans les quartiers apparaissent comme des acteurs et des actrices politiques, y compris avec un rôle très important des femmes.
Ce qui, je trouve, a des conséquences politiques importantes parce que, effectivement, ça déjoue des stéréotypes qu'on a pu avoir sur les banlieues, où en fait il y a cette accusation, ce soupçon de machisme qui serait très différent de ce qui se passe dans la société en général, comme si dans d'autres milieux, y compris universitaires, ces choses d'inégalité entre hommes et femmes étaient complètement inconnues. Donc je crois que là, il y a quelque chose qui bouscule l'ordre des choses, et la présence de Amal Bensoussi en est un exemple, mais il y en a d'autres. On le voit bien avec Assa Traoré, et avec d'autres encore, les femmes jouent un rôle très important dans ces batailles depuis des années. Donc c'est une politisation qui ne vient pas exactement sous les formes qu'on attendait, et je crois donc qu'il y a de l'imagination politique du côté des gens qui se mobilisent depuis des années. La forme privilégiée n'est pas la violence. La forme privilégiée, elle est proprement politique. Ça, je trouve que c'est fondamental. La démocratie, c'est de la politique. Ce que ceux qui ne veulent pas d'une police républicaine nous disent, c'est des problèmes techniques, c'est juste que, voilà, on ne peut pas faire notre travail tranquillement, etc., etc. Donc, refusent de parler de politique. Je crois qu'il est très important de parler de politique. C'est la raison pour laquelle je crois qu'il est important de désigner la responsabilité des responsables politiques, mais aussi de voir qu'en face de cela, il y a des mobilisations politiques avec des formes politiques et des formes politiques novatrices. Donc il y a des raisons de ne pas être entièrement déprimé, même si la démocratie est de plus en plus précaire. Effectivement, et de ce point de vue-là, les États-Unis aussi sont un facteur, une raison relativement encourageante. On a bien vu que, effectivement, en tout cas, une culture de la résistance et de l'innovation militante, politique, etc., pouvait vraiment faire ployer un peu les institutions, le système, même si ça ne change pas la situation. Complètement. Merci beaucoup d'être venu, Éric Fassin, Amal Bensoussi. Je vous remercie beaucoup d'avoir accepté cette invitation. C'était donc le dernier épisode de Stop Killing Us, un podcast que nous avons consacré aux violences policières aux États-Unis. On voit bien qu'il y a des parallèles frappants avec la situation en France, notamment en ce qui concerne la dimension politique et systémique de ce phénomène, mais aussi sur l'importance des luttes et des mobilisations. Merci infiniment de nous avoir suivis. On espère que ce podcast aura contribué justement à cette lutte et sera une contribution utile à ce débat. Merci beaucoup. Merci encore. Merci. Merci. Merci.